coup, ma chère Trifène, comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Ça va. Tu es officiellement ma première invitée de 2026. Donc, je suis trop contente. Eh ben, je suis trop contente. Donc, non, je suis trop contente de t'avoir dans ce bel environnement. Ouais, pour le coup, très Tu es si belle, Trifène. Ah, c'est gentil. Et je voulais trop avoir cette conversation avec toi parce que, bon, nous, on se connaît depuis... Attends, ça fait combien de temps? Franchement, je pense que ça va faire minimum 10 ans. Hein. Ouais, minimum 10 ans. Franchement, ouais, minimum 10 ans. Punaise, incroyable. Je t'ai vu, t'étais pas encore mariée. C'est vrai. Je crois que j'avais 17 ans, je crois. C'est un truc de ouf. Non, c'est un truc de ouf. Beaucoup plus, ouais. Et en fait, donc voilà, bon, déjà, je sais que tu es une personne incroyable, hein, voilà. Et j'avais trop envie de parler avec toi. Donc, on avait déjà eu cette conversation, mais j'avais vraiment envie, et tu m'en as donné l'autorisation, qu'on mette un peu sur audio et qu'on enregistre un peu tout ce que tu as vécu lors de tes grossesses. Ouais. Donc, je vais pas spoiler, t'as vu? Mais déjà, je vais commencer par te demander de te présenter de la manière dont tu veux. Ok. Donc, dis-moi. Donc, moi, je suis Trifène Schust. Je suis maman de 2 garçons, Elia et Manoé. Je suis mariée avec Jean depuis 10 ans. Depuis 10 ans, ouais, ça va faire 10 ça. ans là en juillet déjà. Incroyable. Et puis je suis infirmière. Je suis infirmière depuis à peu près 7 ans comme ça. Ok. Donc voilà. Ok. Ça c'est moi. Alors moi, je m'en rappelle d'un truc très précis. C'était donc comme on a dit, on se connaît depuis un peu plus de 10 ans. On a des potes en commun et tout. Et je m'en rappelle que donc moi à cette époque j'étais déjà à Lyon. Et je viens sur Paris et je vais prendre un café avec Julien, tu vois. Et donc là c'est le souvenir que j'en ai. Je vais prendre un café avec Julien, on parle et tout. Et attends, d'ailleurs je crois que c'était au moment où il commençait à sortir avec Priya. J'ai vu. Bon, histoire que je l'affiche un petit peu. Et en fait, je sais plus exactement, mais je crois que c'était vraiment cette journée-là où je lui demande des nouvelles de vous. Parce que, enfin, à ce moment-là, je savais que tu étais enceinte et que tu avais bientôt accouché. Et en fait, je le vois et en fait, je vois qu'il y a un truc sur son expression, tu vois. Et il me dit, ouais, Trif, elle est à l'hôpital et tout. Là, c'est chaud. C'est chaud là avec l'arrivée du bébé et tout. Et en fait, ce moment-là, il est resté gravé, quoi, tu vois. Je me rappelle plus de quoi on a parlé, à part peut-être de Priya, si, je crois. Mais je me rappelle qu'en tout cas, il était là, ouais, JS, voilà, il me disait, JS, il est en panique et tout. Je crois que l'accouchement se passe pas trop comme prévu et tout. Donc moi, j'étais là en coup de vent, tu vois. Et donc voilà. Donc Trifène, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a toujours voulu avoir un enfant. Enfin, pour moi, ça a toujours été une évidence avec Jean. Et donc, du coup, on se met en projet, classique. Et puis, je tombe enceinte. Et puis quand je tombe enceinte, disons que j'ai pas de copine qui est tombée enceinte au même moment que moi. Enfin, des fois, on a un peu cette espèce de sororité qui se crée. Ah, t'es enceinte? Ouais, bah, moi aussi, grave. Aussi. Enfin, non. Là, pour le coup, déjà, je me suis mariée jeune. Et donc, du coup, j'ai toujours été un peu la première dans tout. Et donc, là, je tombe enceinte. Et donc, du coup, je sais pas du tout, je calcule pas du tout ce qui est pathologie, tout ce qui est un peu de gravité pour la grossesse. Donc, pour moi, tout va bien. Je suis enceinte, c'est une très, très bonne nouvelle. T'es jeune, t'es en bonne santé. Je suis jeune, je suis en bonne santé. Je suis infirmière, je sais un peu quoi faire. Et donc les mois passent, je travaille. À ce moment-là, je travaillais à peu près 12 heures par jour. 12 heures par jour, mais ça faisait une semaine, 2 jours, et puis l'autre semaine, 5 jours. Okay. J'alternais comme ça. Donc, il y a les semaines à 5 jours, j'étais complètement épuisée.
Donc du coup, les 3 premiers mois, ça se passe très bien. Rien à signaler. Je vais à tous les rendez-vous, on est super heureux, on voit le cœur battre, ça se passe super bien. L'annonce aux familles, etc. Et donc du coup, là, on rentre dans la période de l'été, donc toujours pas facile de travailler, mais je m'arrête pas. Y a rien qui m'arrête. Je me dis que faut que j'aille au bout de toute manière. Et voilà. Et donc du coup, au mois d'août, je sens que je gonfle un petit peu. Genre tu le vois au niveau genre de tes de mains, mes jambes, de mes mains, etc. Et donc la sage-femme me dit, j'ai un peu des doutes, fin août comme ça, elle me dit j'ai un peu des doutes. Est-ce que vous voulez partir en fait aux urgences pour vérifier? Donc du coup je lui dis il y a pas de souci pour aller vérifier, je sais pas quoi, je sais pas pourquoi, mais bon, elle me dit est-ce que je voulais aller voir aux urgences maternité pour vérifier. Et en fait j'avais besoin aussi d'une autorisation pour voyager, pour prendre un vol pour aller à un mariage. Ouais. Mariage de nos amis qui se marient en Espagne à ce moment-là. Ah oui, d'accord. Et donc du coup j'avais besoin de ça, donc je me suis dit comme par hasard, je lui demande ça, elle m'envoie aux urgences. Vraiment, j'étais énervée. Et en parallèle, il y avait mes parents qui fêtaient leurs 25 ans de mariage. Okay. Donc en fait, il y avait 2 fêtes à 1 semaine d'écart qui se préparaient. Et donc du coup, à ce moment-là, je me rends à la maternité et il me dit votre tension elle est un petit peu haute quand même. C'est un peu bizarre. On pense à autre chose, donc on va vous laisser repartir. Et vos analyses d'urine, elles sont correctes. On vous laisse repartir. Et mais vous venez la semaine prochaine. Et si à ce moment-là, pour nous, ça ne confirme pas la maladie, vous pouvez partir. Il y a aucun souci. Donc on me tenait un petit peu. Ouais. pour que je revienne. Enfin, ce qui est drôle, c'est que je pensais pas du tout à ma santé. Mais je pensais aux événements. Du coup, on va peut-être pas pouvoir partir en Espagne. Je suis tellement cette team. C'est vraiment ça, quoi. Genre, on va pas pouvoir partir en Espagne. Donc, moi, je me mets en arrêt maladie, j'ai mon travail. Et du coup, il me dit, mais si, enfin, c'était juste peut-être des médicaments à prendre, des choses comme ça. Enfin, ça devrait le faire. Et donc, 1 semaine passe. Je retourne à l'hôpital. Et là, je m'assois. L'aide-soignante vient, elle me prend les constantes. Et elle tourne le tensiomètre. Technique pour moins stresser, pour si jamais, voilà. Parce que toi, on rappelle, t'es infirmière, donc tu sais un petit peu des trucs, quoi. Et donc, du coup, elle me prend la tension et je la vois avec ses yeux qui s'ouvrent. Et je me dis, qu'est-ce qui va pas? Et bon, je venais de marcher, je dis, vous voulez pas que j'attende encore 10 minutes assise, tranquille? J'ai même pas vu les résultats que j'étais en train de lui dire ça. Elle dit, non, madame, là, c'est catastrophique, là. Et je lui dis, ah bon? Je retourne et j'étais genre à 19-10. C'est énorme. Parce que normalement, la tension, c'est 12-7. Ah ouais. Entre 12-7 et 14 au maximum quand t'es stressé. Et donc, du coup, moi, je vois ça, je me dis, ah, c'est pas possible. Il m'arrive quelque chose de grave, je sais pas quoi, mais il m'arrive quelque chose de grave. Pas bon. Ouais. Et donc, elle me dit, madame, vous allez pas sortir aujourd'hui. Je dis, d'accord. Et donc, du coup, vous allez être reçu par une sage-femme. Ok. Là, t'as combien de mois de grossesse? Là, je suis à 31... Non, je suis à 30 semaines. Donc, à peu près 7 mois, au début du 7e mois, comme ça. Et donc, elle me dit, allez-y, installez-vous, donc la sage-femme. Elle me dit, donc avec les analyses d'urine qui sont revenues, ainsi que votre tension, je vous annonce que vous avez la maladie qui s'appelle la prééclampsie. Et donc, je lui dis, ok. Et donc, en quoi consiste cette prééclampsie? Elle dit que c'est... Toi, t'étais pas encore au courant? Non, du tout. Je connaissais pas du tout cette maladie. C'est vraiment le terme, tu le connais que... Non. Quand on me l'annonce. Ouais. Puis que quand t'es enceinte, ce genre de truc, tu connais un peu. Exactement. Et donc, et puis c'était jamais arrivé dans ma famille non plus, en fait. Et donc, elle me dit, donc c'est la combinaison entre une forte tension et une protéinurie dans les urines. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas censé être dans les urines, en fait, qui est présent. Et donc, je lui dis, mais comment elle s'est formée? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que je lui pose plein de questions? Elle me dit, on peut pas déterminer cette maladie, en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut déterminer. Ok. Mais on sait que ça vient du placenta et c'est la J1. C'est juste qu'on sait pas à quel moment, en fait, elle va se sortir, quoi, montrer. Et donc, ça peut se déclarer à partir de 20 semaines. Donc, du coup, moi, j'étais déjà à 30 plus 5, quelque chose comme ça. Et donc là, moi, c'est un coup de massue.
Et je lui dis, du coup, est-ce que je pourrais aller au bout de ma grossesse? Elle me dit, je vais être honnête avec nous, vous, ce sera non. Vous ne pourrez pas aller au bout de votre grossesse. Et je lui dis, ok, mais donc, quel est le risque? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que... Là, t'es toute seule ou il y a Jean qui est avec toi? Non, il y a Jean qui est avec moi, mais il est autant de marbre que moi. Enfin, j'arrive à poser des questions parce que ça me concerne, mais je pense que lui, il est... Enfin, ça tombe... C'est une grosse nouvelle, quoi. Et donc, du coup, je lui demande, du coup, la marche à suivre. Je lui dis, ok, est-ce que, du coup, là, l'hospitalisation, c'est juste pour aujourd'hui? Est-ce que je peux rentrer chez moi et puis avoir de la visite à domicile? Et elle me dit, ah non, je pense que vous n'avez pas compris la gravité. Là, c'est vous restez là et jusqu'à l'accouchement. Je lui dis, quoi? Je vais rester là combien de semaines, combien de mois? Enfin, dans ma tête, il reste encore 2 mois complets, en fait. Il est censé naître le 26 novembre. Et là, à ce moment-là, t'es à peu près? Et on est, allez, le 10 septembre. Oh là là. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Je vais pas rester tous ces jours-là à l'hôpital. Et puis, enfin, j'ai jamais été patiente. Ouais. C'est moi qui suis infirmière. J'avoue. Du coup, en fait, c'est un retournement de situation pour moi. Et donc, du coup, elle me dit que c'est une pathologie qui est très grave. Une des premières, en fait, qui a une incidence de mortalité, en fait, chez la femme enceinte et aussi chez le nourrisson. Donc, je lui demande... donc, le risque, il est pour nous deux. Elle dit, ah oui, très clairement, il est pour vous deux. La panique. La nouvelle est très, très difficile. La veille, j'étais en train de me promener à Sephora pour savoir quel fond de teint j'allais mettre pour la fête. Et là, aujourd'hui, on est en train de m'annoncer concrètement que j'ai des risques de mourir. Clairement. Et donc, du coup, il m'installe en chambre. Et donc, elle me dit que le médecin passera pour me donner d'amples explications. Mais bon, je suis infirmière, hein, je prends mon téléphone et je vais... pas sur n'importe quoi, mais alors je me documente au maximum sur les bonnes ressources, sur l'espérance de vie, sur moi, sur le bébé, sur qu'est-ce qui va se passer en fait. Et là, ça te fait plus paniquer ou ça te rassure un peu d'être infirmière ou genre non, t'es dans un état second? Je pense que je suis totalement paniquée. Totalement paniquée, je sais pas quoi faire. Je pense que quand on rentre dans la chambre, j'appelle mes parents et je leur dis voilà ce qui se passe. Mes parents, ils sont dans un déni. Non, mais je pense que ça va aller. Tu vas sortir demain ou dans 2-3 jours. Des fois. Ah non, mais ils étaient... je pense qu'ils l'ont fait plutôt par protection, par déni complet, parce que ils se disent c'est pas possible. Je suis leur première fille. Une si belle nouvelle, comment c'est possible que ce soit... Enfin, et puis eux, ils sont dans les préparatifs. Le lendemain, enfin, ma mère est... Enfin, c'est totalement dissonant. C'est aussi première fille et premier petit enfant? Non, pas premier petit enfant, mais mes premières filles. Et enfin, pour eux, c'est un choc total. On est 6 frères et sœurs. Donc, et moi, je suis la plus grande. Il fallait que j'annonce du coup à tous les autres, je suis à l'hôpital. Pour eux, c'est un choc complet. Hein. Et Jean, comment il le prend? Et Jean qui doit aussi accuser le coup. Qui se rend compte que c'est compliqué. On lui dit que sa famille est en jeu. C'est clairement ça. C'est sa femme et son fils. C'est très compliqué, quoi. Et on est croyants, on est chrétiens, donc à ce moment-là, c'est ok, on va vraiment prier. Prière partout. On va prier. Non, mais c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible que ça arrive, quoi. Donc il y a le médecin et la sage-femme qui passent en chambre et qui m'explique en fait que ma tension est trop haute. De toute manière, on est obligé pour ma survie et pour la survie du bébé de baisser de cette tension tout de suite. Donc à ce moment-là, ils me prescrivent des anti-hypertenseurs, donc pour me faire baisser la tension à fond. Et mais ceux qu'ils me donnent en fait n'arrivent pas forcément à baisser ma tension, donc on en donne d'autres. Et puis un bébé n'est pas censé naître si tôt, donc du coup ils me font une piqûre. En fait, je vais simplifier les choses. Ils me font une piqûre pour pouvoir faire maturer en fait les poumons. D'accord. Ouais, une piqûre de corticoïdes pour pouvoir maturer les poumons du bébé. Ok. Donc et puis aussi maturer son cerveau au niveau de... Et donc, du coup, je suis quand même rassurée, mais pas trop, parce que c'est juste une petite aide. En soi, tout ce qui est fait naturellement ne peut pas être recréé. Donc, en tout cas, pas parfaitement.
Et donc, à ce moment-là, je stresse, mais il faut pas que je stresse parce que ce qui stresse monte la tension, etc., etc. Donc, du coup, et là, j'ai pas fait du tout mes achats, j'ai pas fait ma valise, rien n'est prêt, en fait. J'étais juste en train de vivre ma petite vie, quoi, en fait. Voilà. Et tout ça m'arrive, quoi. Donc, c'est vraiment le choc. Et puis, et donc, du coup, il faut faire les choses en dernière minute parce que je sais pas combien de temps j'ai. J'ai pas de délai. On me dit juste, en fait, que ils attendent le meilleur bénéfice-risque. Donc, du coup, je suis leur patiente principale. Donc, il faut pas non plus que cette grossesse me cause des gros dommages. Donc, du coup, ils attendent la limite entre, on va dire, la crise et je sais pas comment expliquer. Ce qui est dangereux pour moi et ce qui est dangereux pour le bébé. Ils attendent vraiment une limite fine pour pouvoir intervenir. Quand tu dis que tu es la patiente principale, ça veut dire que c'est toi avant le bébé ? En quelque sorte. Ok. Donc, il y a une équipe qui s'occupe de moi et il y a une équipe qui s'occupe du bébé. L'équipe qui s'occupe du bébé, c'est tout ce qui est la néonate, etc. Et après, tu as la sage-femme, le médecin qui est là aussi pour moi, en fait, l'obstétricien. Mais le mieux, c'est qu'on soit là tous les deux. Ouais. Donc, à ce moment-là, c'est ça. Donc, c'est surveillance. Surveillance toutes les heures, toutes les 2 heures. Puis, baisse de tension. Et surveillance du bébé plus parce que effectivement en fait cette maladie elle fait que le bébé il reçoit plus tous les nutriments non plus. Il y a un problème en fait avec les échanges. Et donc du coup si les échanges se font pas bien, bah lui il va forcément avoir du mal à respirer, à se nourrir, etc. Donc en fait c'est surveillance de 2 personnes de manière très intense à ce moment-là. C'est un truc de ouf. Et alors comment se passe l'accouchement? Alors, donc du coup, j'arrive à tenir 10 jours. Donc je pense que je rentre le 13 et j'arrive à tenir 10 jours. Et en 10 jours, je prends 10 kilos. Waouh. Je prends 10 kilos, je me reconnais pas. Je suis totalement sous le choc, j'arrive plus à marcher. Prendre autant de poids en si peu de temps, c'est un gros choc pour le corps. Et puis, je commence à fatiguer. Il y a mon cœur qui fatigue, mes articulations. Juste, j'avais pas le droit de sortir du service. Mais pourquoi tu prends 10 kilos ? Cette pathologie fait que tes reins ne fonctionnent plus. Ah oui, d'accord. Au fur et à mesure de l'attente, en fait, tes reins s'épuisent. Ok. Tes reins s'épuisent. Et donc, du coup, comme tes reins s'épuisent, ça filtre plus. Et donc, du coup, t'emmagasines tout. Ah oui, d'accord. Et donc, du coup, en fait, tu te retrouves en fait, à avoir un régime assez strict pour pouvoir non plus augmenter encore plus. Ok. Et donc, ça devient très difficile pour moi. Et moi, j'ai des amis formidables qui, pendant ces 10 jours, font des allers-retours. Je me sens vraiment, vraiment écoutée, entourée. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. Ouais. Et donc, du coup, le 23 septembre... Donc, on se réveille. Jean, il peut pas venir, en fait. Il peut pas rester avec moi pendant toute l'hospitalisation. Et en fait, à ce moment-là, il travaillait, donc il demande des jours et des jours et des jours pour pouvoir rester avec moi. Donc, il vient le matin avec un repas pour moi, etc. Je lui dis joyeux anniversaire, parce que c'est son anniversaire, le 23 septembre. Et donc, du coup, on passe notre journée un peu dans le lit, à regarder des séries, à s'occuper comme on pouvait. Et je me sens pas très bien. J'ai l'impression que c'est ce que j'ai mangé qui me fait... Mais je me sens pas bien et je commence à avoir un peu une barre au niveau dans toute la poitrine. Et au début, je calcule pas trop. Et puis, je me souviens, en fait, que c'est un des dangers, en fait. On dit pré-éclampsie parce que l'éclampsie, en fait, c'est une sorte de crise, en fait, qui advient. En fait, c'est une crise... on va dire, épileptique qui peut te plonger dans un coma, en fait. Ok. Et donc, du coup, ces signes-là sont évocateurs. Et donc, du coup, je commence à ressentir et il dit, genre, il y a quelque chose qui va pas. J'ai l'impression que j'ai une poussée de... Et donc, du coup, il va voir les infirmiers. Ils prennent ma tension et je crois que je suis à plus de 21 et quelques. Malgré les médicaments, malgré tout ça. Et je commence à avoir des vertiges, à avoir comme un peu des étoiles un peu qui apparaissent au niveau des murs. Et du coup, ils me disent, là, c'est une urgence vitale. Ils disent tout de suite, on vous emmène tout de suite au bloc. Et je suis, mais non, tout de suite.
Et donc, ils me mettent dans une chaise roulante. Ils ont même pas le temps de prendre le brancard. Ils me mettent dans une chaise roulante. Et on va directement dans une salle à part. Et donc, du coup, ils me disent, écoutez, donc là, on va vous opérer directement. Donc là, ça va être une césarienne en urgence. On vous met un produit qui va peut-être rester 30 minutes. Et puis c'est tout. On vous emmène après. Et je dis, donc, du coup, mon mari, il peut rester avec moi. Ce sera sous la décision du chirurgien. Et là, je leur dis non. C'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Il vient avec moi parce que je vais pas tenir. Ouais. Concrètement. Et donc, ce qui est un peu drôle, c'est qu'on est dans cette attente-là. Donc, et il y a le téléphone de Jean qui sonne. Et donc, c'est ma mère. Et là, t'entends toute ma famille. Joyeux anniversaire. Et donc, du coup, il est hyper silencieux. Et ils disent, bah, qu'est-ce qui va pas? Enfin, ils disent, Tréphène va être accouchée maintenant. Et donc là, totalement, enfin, il y a un arrêt complet. Enfin, quoi? Comment ça? Enfin, c'est pas possible, pas maintenant. Et mes parents, ils disent, on arrive. Et donc, du coup, on est dans cette attente-là. Ils viennent me chercher. Et ils me disent, bon, bah, c'est maintenant. Est-ce que vous êtes prête? J'ai dit, bah, j'ai pas tellement le choix, mais donc, on y va. Et donc, dans le bloc. Et ils essayent. Une fois, 2 fois. Et là, je me dis, mon Dieu. Oh, non. Et je sais que j'ai pris beaucoup de poids. Je sais que c'est plus difficile puisque je travaillais dans un service, en fait, d'AVC on faisait des fois ce genre de ponction un peu de lombaire. Donc, du coup, forcément, je sais que c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Et je suis là. Purée, j'espère que ça va être la prochaine. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Au bout d'un moment, je commence à juste être... et puis ça fait mal. Bah oui. Je hurle, c'est horrible. Et je me dis, c'est pas possible. Enfin, parce que c'est un truc de style ponction lombaire. Ouais, c'est ça. Parce que moi, Léonie, elle a eu ça quand elle était bébé. Ils ont dû lui faire parce qu'ils voulaient... Et en fait, je voulais aller avec elle. Et ils m'ont dit non. Et ils m'ont dit, franchement, vous voulez pas la voir subir ça. Et on a demandé, ça fait mal? Ils ont dit, oui, ça fait mal. Ah ouais. Donc, tu vois, d'habitude, enfin, Seigneur, il paraît quoi, les ponctions lombaires, ça te défonce. Quoi. Ah ouais, clairement. Et je hurlais, j'en pouvais plus. Et là, 5 fois, 6 fois. J'ai dit, franchement, écoutez, demandez à quelqu'un d'autre parce que là, c'est plus possible. J'en peux plus. Et donc là, il y avait un ancien obstétricien, qui était de garde. Et donc, il vient et paf, en une fois. Je dis, Seigneur, merci. Ouf, parce que c'était la 8e quand même. Ouais. J'en pouvais plus. Et après ça, j'étais complètement épuisée. Donc, je m'allonge. Et là, je dis, est-ce que vous avez décidé? Mon mari peut venir ou pas? Parce que j'ai pas envie que ça commence s'il est pas là. Et ils disent, ok, on l'a habillé, vous inquiétez pas, il arrive. Okay. Et il y a des choses que Jean m'a racontées, parce que sur le coup, il y a des choses que j'ai oubliées, concrètement. Ouais. Et donc, du coup, il vient et il me tient la main et il me dit, la première chose que je lui ai dit, c'est j'ai peur. J'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'il va bien aller? Est-ce que moi, je vais survivre? Je vois ma tension. Parce que là, on te donne rien comme certitude. On te dit pas, c'est bon, une fois que vous avez accouché, tout va rentrer dans l'ordre. Non, il y a aucune certitude. C'est ça, un enfant prémat, on peut pas déterminer ce qui va se passer. On met les chances pour, mais on peut jamais déterminer ce qui va se passer. Et donc, du coup, moi, je suis en totale panique. Ils ont besoin de faire baiser ma tension immédiatement, donc ils me donnent des anti-hypertenseurs hyper forts. Donc je m'évanouis et puis je reviens et puis en fait je fais que ça pendant, je sais pas, pour moi ça me paraît longtemps quoi. Et là ils me disent, madame, on va commencer. Donc du coup à ce moment-là je suis consciente, je sens un peu, enfin c'est un peu anarchique. Et puis et donc du coup je sens, enfin il me disait, mais il est là, oui, mais il y a pas de cris, il y a pas de pleurs, il y a rien, juste ok, on se dépêche, on prend, puis je m'évanouis encore. Et puis enfin c'est que ça pendant un moment. Et puis ils disent à Jean, c'est bon, vous pouvez venir le voir. Donc je sais à peu près qu'ils l'ont stabilisé, enfin un minimum. Et donc du coup il prend en photo et il vient et me le montre. Et puis quand il me le montre, j'arrive même pas bien à voir. J'ai l'impression que je vois pas bien. Ouais. Puis je dis, il est beau, mais il a pas pleuré, mais il a les yeux ouverts, donc je sais que ça va. Et je suis en totale panique, mais la sage-femme qui est à côté de moi, elle me dit, tout va bien aller. Ils l'emmènent en néonate, ça va bien se passer. Et donc voilà la naissance d'Elia. Voilà comment ça se passe. Tu rencontres ton fils? Non.
Non, pas du tout. Enfin, pas tout de Je suite. vais en salle de réveil et j'y reste 24 heures. J'y reste 24 heures sans le rencontrer. Et ça, pour moi, ça a été un déchirement pas possible. Finesse. Un déchirement pas possible parce que je l'ai pas vu dans la salle de réveil, enfin dans la salle d'accouchement. Ils l'ont emmené, j'ai pas pu le toucher. En fait, on m'a montré une photo d'un enfant. Oui. Concrètement, je sais pas. Et je suis dans cette incertitude parce que déjà, en salle de réveil, t'as pas forcément le droit d'avoir des visites. Mais là, j'exige. Je leur dis, écoutez, je suis infirmière aussi, je sais que vous pouvez faire, faut arrêter. Ils rentrent. Enfin, là, ça va pas, mais le truc, c'est qu'il faut te battre pour ça. Ouais. Et ça a été épuisant. Et donc, du coup, il arrive à rentrer. Moi, je suis pas bien, mais en fait, j'ai l'impression que ça m'est pas arrivé. Enfin, c'est tellement bizarre. Il me dit, ça va pour lui, il respire. Je dis, ah bah super. Et il a dit, je l'ai mis en peau à peau. Et entre-temps, il y avait mes parents qui sont arrivés, donc ma mère a pu le voir. Donc j'étais rassurée, c'était bien. Et puis je passe le reste de la nuit, en fait, dans la salle de réveil. Je remonte en chambre le lendemain. Et enfin, je trouve que, en y repensant, ça a dû être vraiment difficile pour Jean parce que il y en a une qui est en salle de réveil, l'autre qui est en réanimation néonatale, et toi au milieu, en fait. Ouais, donc elle revient dans le service, puis elles l'ont autorisée à dormir sur place dans ma chambre. Donc le lendemain, je remonte en chambre, et quand je remonte en chambre, je suis épuisée. Je suis épuisée, mais à un point. Ils me disent, bah, si vous voulez, vous pouvez rencontrer votre enfant maintenant. Mais je n'ai même pas de force. Bah oui. Je suis complètement à plat et je dors. Je dors complètement. Et mon frère et ma sœur enfin, un de mes frères et de mes sœurs viennent me visiter. Mais je m'en souviendrai on me le dira 2 jours plus tard. Ah, si, je suis venue. Je dis, ah, ok, oui. D'accord. T'es KO, quoi. Mais je me rappelle plus du tout. Et je me réveille peut-être vers les coups de 20h. Et il me dit, tu veux qu'on y aille, tu veux qu'on aille le rencontrer? Je dis, oui, évidemment, enfin. Et donc, du coup, j'y vais, en fauteuil roulant. Il me ramène dans le service. Et puis là, je le rencontre. Mais j'ai l'impression que c'est pas lui. Ah ouais? Non. J'ai dit, t'es sûr que c'est c'est le bébé que tu m'as montré par la photo? Parce que, enfin, il est petit, enfin, mais j'ai pas l'impression que ce soit lui. Et il me dit, pourquoi? Et en fait, je savais pas à ce moment-là, parce que j'ai jamais été maman, mais quand t'accouches, ton bébé perd à peu près, je sais pas moi, 100 grammes ou un peu plus, en fait. Et à cet âge-là, c'est beaucoup. Bah donc, ouais. du coup, il était devenu tout fin et ça lui avait fait changer de visage. Et donc, du coup, voilà, donc je rencontre Elia, 1,7 kg. 1,7 kg. Et puis, mais il est magnifique. Il est trop beau. Il est tout petit, mais c'est mon bébé. Et donc, à ce moment-là, il me demande, est-ce que vous voulez le porter? Il est fragile, donc du coup, quand vous le prenez, il faut que vous le preniez minimum 1 heure. Et je me sens faible. Donc, je sais pas si je peux tenir 1 heure, mais je dis, il n'y a pas de souci. Et donc, je le prends sur moi pour la première fois. Donc, c'est du pot à pot. Donc, c'est juste magnifique. Mais magnifique. Et je me dis, purée, il est là, mais il devrait pas être là. C'est un peu déchirant. Donc, c'est une rencontre un peu spéciale, en fait. Ouais, grave. Et donc, du coup, je le prends contre moi. Et puis, au bout de 30 minutes, je peux plus. J'ai mal partout. Je commence à avoir des vertiges. Ouais. Et je dis, je suis désolée, mais il va falloir le reprendre, quoi. Et donc, je le réinstalle dans son petit... comme un petit incubateur. Ouais. Et je le réinstalle dedans. Et puis voilà, je retourne en chambre. Et puis, voilà comment ça s'est passé. Et à partir de là, est-ce que ça y est, vous êtes sortis de... Enfin, toi, en tout cas, au niveau de la prééclampsie, c'est bon? Genre, t'es sortie d'affaires? À ce moment-là, non. Parce que j'ai toujours ma tension qui est haute. Ah ouais. Et donc, du coup... en fait, la seule solution pour arrêter cette tension, c'était l'accouchement. Donc là, normalement, c'est censé revenir à la norme, mais les quelques jours qui suivent, 6 jours, c'est pas redescendu. Donc du coup, ils m'autorisent à sortir de l'hôpital, mais à avoir un suivi et des médicaments en fait à domicile. D'accord. À ce moment-là. Ok. Donc là, vous rentrez à la maison. Vous rentrez à la maison. Non, pas tous les 3. Mais non. Ah oui. Elia reste à l'hôpital. Elia reste à l'hôpital. Donc là, je sors peut-être le 27 septembre. Oui, c'est ça, peut-être 27, 28, quelque chose comme ça. Donc une semaine plus tard,
Donc à ce moment-là, pendant cette semaine-là, je faisais les allers-retours entre le service de néonat et ma chambre tous les jours pour le voir, pour passer du temps avec lui, pour le porter, etc. Et donc du coup, au bout d'un moment, je suis en service de maternité à haut risque. Ouais. J'ai accouché, je suis plus à haut risque. Ouais. Donc madame, vous devez il faut comprendre que vous devez sortir. Oh. Et donc là, c'est un déchirement pas possible parce que je laisse mon bébé à l'hôpital. On était censé rentrer à 3 et on rentre à 2. Ouais. Donc à ce moment, c'est super dur, quoi. On arrive à la maison. Tu sais plus quoi, tu dois plus savoir quoi faire avec ta vie, quoi. Non, je suis totalement... Au début, je relativise, on s'assoit, on mange. Puis après, j'ai comme une douleur dans la poitrine, mais j'ai pas mon bébé avec moi, quoi. Et c'est un service où tu peux y aller 24 heures sur 24, donc on finit de manger, je dis en fait, on y retourne. Donc on y retourne. Et on y retournait pendant 1 mois et demi. Ok. C'était 1 mois et demi d'aller-retour. 1 mois et demi. Ouais. Donc il est resté combien de temps en tout? Il est sorti le 6 ou 7 novembre et il est né le 23 septembre. Là, on nous dit que il va bien. J'ai pu, en fait, essayer de maintenir ma lactation, même si c'était un choc pour moi pendant 1 semaine après l'accouchement. J'avais pas encore tiré mon lait, mais je me suis dit, ok, faut que j'y aille, faut que je le fasse. Je me suis donné ça comme objectif, faut que je le fasse. Et donc, je le fais. Et donc, du coup, j'arrive, en fait, à maintenir ma lactation jusqu'à pouvoir, en fait, lui donner sein. Donc, on sort sur il peut téter. Donc, je suis trop contente. On rentre à la maison, il peut téter. Et je suis juste trop heureuse. Mais il y a plein de rendez-vous médicaux, il y a plein de choses à faire. Mais pour nous, c'est déjà une victoire qu'il soit à la maison. Donc, toutes les contraintes ne sont plus des contraintes et on le fait avec plaisir. Ouais. Mais il n'y a plus de risque pour sa vie. Et donc ça, on est trop contents. Et donc toi, comment tu te sens quelques mois après, quand vraiment ça va mieux, que tu as eu le temps un peu de, tu vois, de te remettre, enfin quelques semaines, quelques mois après, quand tu as eu le temps de te remettre un petit peu, on va dire physiquement, parce que bon, on sait que d'un accouchement, même déjà à la base, on s'en remet bien longtemps après, mais comment tu te sens après, tu vois, le temps qui est un petit peu passé? Au bout d'1 mois, t'as accouché, tu vas bien physiquement, tu récupères, tu commences à re-sociabiliser. Ouais. Donc, les gens qui t'ont pas vu il y a longtemps, mais t'étais pas enceinte? Oui, si, j'étais enceinte, et il est à l'hôpital. Donc, si, il a fallu... C'était compliqué. C'était compliqué, physiquement en tout cas, et puis mentalement, de me dire, j'ai pas droit à un accouchement normal. Et j'ai pas eu droit. Et puis, les premiers temps, j'avais vraiment le sentiment de j'ai pas accouché. Ouais. Je me ça sentais... arrive souvent quand on n'a pas eu un accouchement genre par voie basse. C'est tout. Je me sentais vraiment... quand on parlait d'accouchement, du coup, je me sentais vraiment pas à ma place. J'avais l'impression de pas avoir ressenti les douleurs de l'accouchement, donc j'avais pas l'impression d'avoir... pas de légitimité, limite. Exactement. Quoi. Ouais. Je me sentais pas bien, quoi. Et puis, on m'avait proposé à ce moment-là aussi un suivi psychologique. Ouais. Et j'avais refusé. Okay. J'avais refusé. Je disais que je faisais ma propre thérapie avec en parlant avec gens, en parlant avec ma famille. Mais avec le recul, j'en aurais bien eu besoin. Ouais, tu m'étonnes. Et à partir de quand ça revient un peu à la normale, genre tu dis ça y est quoi, c'est bon, mon enfant va bien, moi je vais un peu mieux, la vie redevient un peu douce quoi. En fait, à partir du moment où je rentre avec Elia, ça a un changement complet. Ouais, forcément. C'est un changement complet dans la tête. Alors, il y a encore le choc, il y a encore... ça a été pendant bien plus longtemps. Mais la joie de vivre revient. Ok. Petit à petit, le mois de décembre, on a passé un super Noël. Il était là, enfin, le voir dans les bras de ses tontons, tata, de ses papis. Enfin, c'était incroyable. Donc, du coup, cette période-là, ça m'a paru être une délivrance. Ok. Et donc, Elia, il grandit. Là, maintenant, il a quel âge? Il a 6 ans. Il a 6 ans. Est-ce que, au fur et à mesure du temps, tu ressens le fait qu'il soit prématuré ou pas forcément? Alors, dans ces 2-3 premières années, il y avait il était hyper excité.
Vraiment, franchement, c'était hyper intense. Ouais. Et on a demandé à la pédiatre, et elle nous a dit, c'est typique des enfants prénats, en fait. Ils ont c'est normal. Ok. Ils ont eu une hyperagitation, mais c'est normal, en fait. Mais sinon, à part ça, il a pas de problème de santé. Non, il a pas eu de problème de santé. Vraiment, à 1 an, en fait, tout s'est un peu résorbé. D'accord. Ils nous avaient donné ce délai-là, et que 1 an, ils appellent ça l'âge corrigé. Ouais. Donc, à l'âge qu'il aurait dû naître. Oui. Donc, en novembre. Ouais. Qui a suivi, et ça allait, quoi. Ça allait. Trop bien. Donc là, voilà, vous êtes avec votre famille, donc j'imagine que les questions se posent. Ouais. Est-ce qu'on a grandi la famille et tout? Comment vous êtes dans cette réflexion avec Jean? Pendant plusieurs années, je suis complètement traumatisée par la question. Normal. Donc, je demande même à mes proches de ne plus me poser cette question-là. Ça me replongeait à chaque fois physiquement dans ce que j'avais vécu. Donc, dès qu'on me parlait d'accouchement, d'enfant, c'était des mots, en fait, qui me donnaient la chair de poule. Direct, ouais. Vraiment. Et donc, pendant des années, en fait, ça s'est même pas posé comme question. Jusqu'à ce que, il y a 3 ans, il rentre à l'école. Ah, mais le petit frère de mes... les filles ou les enfants? Vraiment, ils ont une petite sœur. Moi, j'aimerais bien. Et puis, à partir de, je crois que c'est 3 ou 4 ans, il y a sa cousine qui naît, donc la sœur de Jean a une deuxième petite fille, un deuxième enfant. Et là, il dit, mais moi aussi, je veux une petite sœur, moi aussi, je veux un petit frère. Enfin, la question que je me posais plus depuis un bon moment est en train de revenir en tête, en fait. Je me dis, la bouche de ton fils, quoi. C'est ça. Mais le risque est toujours là. On m'avait dit, il te l'avait dit une chance sur 2. Oh, waouh. Ah ouais, d'accord. Une chance sur 2. D'accord. Tout peut bien se passer. Il y a des personnes qui font une prééclampsie et qui n'en font plus après. Ok. Ou ça peut être le cauchemar. Ok. Et donc, du coup, je me suis dit, franchement, ça peut pas m'arriver 2 fois. Enfin, faut arrêter, là. Hello, quoi. Quand même. Et donc, du coup, je me dis... Alors, il a 4 ans. On se dit, bon, peut-être, ce serait pas mal, quoi. Et donc, comme je disais, on est chrétien, on se dit qu'on va prier par rapport à ça aussi. On sentait pas de choses qui vous retenaient, quoi. Enfin, il y avait rien dans le schéma qui était mauvais pour nous, on va dire. C'était un désir, on trouvait que c'était un bon désir. Voilà. Vous y allez avec la foi. Avec la foi. Ok. Donc, projet bébé 2 enclenché, alors. Exactement. Ok. Je tombe enceinte très rapidement. Et donc, du coup, je l'annonce à Jean, c'était aux environs de Pâques. Hyper reconnaissant, enfin, pour nous, donc ça fait déjà 1 mois, pour nous, c'est déjà dingue, on est déjà passé le cap de 1 mois, parce que une fois que t'as eu la prééclampsie, les semaines et les mois sont plus pareils. Enfin, tu comptes en semaines, chaque semaine est une victoire, quoi. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, le premier rendez-vous que j'ai avec la sage-femme, elle me dit, donc vous êtes venu me voir pourquoi? Parce qu'effectivement, on peut venir la voir pour un projet bébé, pour plein de choses. Ouais. Et je lui dis, je suis enceinte, mais j'ai eu une prééclampsie, ça s'est passé comme ça, et je l'enchaîne. Et je pense que je fais ça pendant 10 minutes. Elle me regarde et elle me dit, c'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle? Et j'ai dit, oui, c'est une très bonne nouvelle. Et elle me dit, ok. Donc là, cette grossesse-là, effectivement, on va pas la prendre à la légère. Ouais. Donc elle m'explique que le suivi qu'il va y avoir, et puis on se lance. Donc là, j'imagine, on te surveille et tout, et j'imagine ça arrive, comme tu disais, à 20 semaines où on peut y avoir des signes. Donc comment ça se passe après ces 20 semaines-là? Le premier trimestre se passe plutôt bien, on va dire. Okay. Mais les angoisses persistent. Et j'explique ces angoisses-là à ma sage-femme. Elle me dit que c'est pas des angoisses infondées, et que c'est très possible que ça arrive. Et d'ailleurs, elle peut plus faire le suivi. D'accord. En ville, elle me dit que c'est un cas qui est très grave, et elle préfère en fait m'envoyer à l'hôpital et que ce soit un gynécologue qui me suive toutes les semaines. Et donc, ce gynécologue, là, je le vois pour la première fois, et il me dit, ok, donc là, ça a été tôt, mais là, on commence à voir que vous avez une tension un peu plus élevée. Aïe, aïe, aïe. Et là, je suis même pas à 20 semaines. À ce moment-là. Et donc, elle me dit, ça sous-entend que vous allez avoir un accouchement. Donc, il était censé naître le 5 décembre. Ok. Donc, il me dit, vous n'allez pas
tenir jusqu'au 5 décembre. Donc, dites-vous déjà que vous allez accoucher beaucoup plus tôt. Okay. Moi, le beaucoup plus tôt, c'est le taux de Elia. Donc, je me base dessus et je me dis, OK, bon, j'accouche à peu près peut-être début octobre, quelque chose comme ça. Mais c'est déjà dur à bah oui, encaisser. Ouais, tu m'étonnes. C'est déjà dur à encaisser qu'elle soupçonne cette maladie-là sans qu'il y ait de signe évident. Mais ce petit truc, voilà. Et malgré ça, je fais la folie. Je lui dis, est-ce que je peux peut-être partir en voyage? Encore une fois. Encore une fois. Donc, je revoyage. À la fin de ce voyage-là, c'était au Portugal. Je reviens, je me sens pas du tout bien. Donc, je la revois. Elle me dit, votre tension est encore un peu augmentée. Donc là, je sais que terminé. Ouais. Et puis, début août, je me sens vraiment pas bien. Je me sens pas bien du tout. J'ai mal à la tête. Je recommence à regrossir un peu. Mais je me dis, ça peut pas être ça. Mais bon, on sait jamais. Je me rends du coup directement à l'hôpital. Et là, ils me prennent ma tension. Ils me disent, vous avez une tension haute. Je pense que vous allez rester. Et je dis, c'est pas possible. Je suis à 23 semaines. Enfin, c'est même pas la limite, en fait, acceptée pour garder le bébé en France. Ou 22 semaines, je sais plus. Et donc, du coup, ils me disent qu'ils vont me garder 3-4 jours histoire de rétablir ma tension. Ok. Donc, je dis, bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est 3-4 jours, c'est pas... Donc, je garde espoir, même si je suis complètement écrasée par la nouvelle. Et à ce moment-là, ils me font une échographie et ils me disent, est-ce que vous voulez savoir si c'est un garçon ou une fille? À ce moment-là, on savait pas. Okay. Mais à la première échographie, notre sage-femme nous avait dit, est-ce qu'on voulait savoir? J'ai dit, bah, écoutez, dites-nous. Et puis, il me dit, ah, bah, il y a 70% de chances que ce soit une fille. Donc, on était trop contents. Le choix du roi. Franchement, on était hyper contents. Et donc là, aux urgences, elle me dit si je veux faire une échographie, enfin, si je veux savoir le sexe plutôt. On dit oui. Et puis, donc elle dit, bah, super, et bah, il a l'air bien en forme, ce petit bout de garçon. Mais ouais. Et là, du coup, ok. Et donc, on est sous le choc, mais bon, de toute manière, il y a d'autres nouvelles, c'est pas le pire. Hein. Donc, du coup, on est très contents, mais en même temps, on apprend que c'est un garçon, bah oui. Quoi. Donc voilà, donc il me garde 3-4 jours, effectivement, et ma tension réussit à baisser, il me rajoute des traitements, et je sors. Et ça a été un petit peu un coup dur de savoir, parce que, vu le déroulement, je sentais que ça allait être mon dernier enfant. Ouais. Je sentais que ça allait être mon dernier enfant, et c'était un coup dur. Ouais, donc là, t'entames quand même un petit processus de deuil, alors. Exactement. Ouais. Tu vis ta dernière grossesse. Je vis ma dernière grossesse. Et je vis aussi la possibilité d'avoir une fille potentiellement. Oui. Ouais. Et il y a des personnes pour qui ça change rien, mais pour moi c'était quand même. C'est pas le fait de ne pas avoir de fille, c'est le fait de ne même pas pouvoir essayer. Ouais. Qui est. On t'enlève le choix, quoi, en fait. Exactement. Ouais. Donc donc ça il faut l'encaisser. Et ça a été très très difficile. À ce moment-là, je sens qu'il faut que je sois prise en charge par une psychologue. Parce que ça commençait je commençais à déprimer. Je passe mon temps à la maison, donc j'étais pas bien. Mais à ce moment-là, Jean, il était en intérim à ce moment-là. Et il peut totalement s'arrêter de travailler. Donc, parce que tout était possible. Enfin, la médecin lui a dit, ça recommence en fait. Donc, il faut vraiment quelqu'un avec elle, 100%. Donc là, on est en août? Non. On est en août. On est mi-août. On est en août et t'es hospitalisée. Je suis hospitalisée, ouais. D'accord. Et là, on est sur le même schéma que Elia, c'est-à-dire on attend genre le passage critique. Exactement. Mais là, il dit ça veut pas aller aussi vite, donc dans tous les cas, on la renvoie à la maison. D'accord. Donc toi, tu vis un peu avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, en fait. Exactement. Comment t'es chez toi? Hyper stressée. Ouais. J'essaye de tout faire en même temps. J'essaye d'être maman. J'essaye de tout faire. En même temps, Jean, il est là. Il est là tout le temps. Donc, il m'aide. Enfin, je pouvais plus faire grand chose. J'étais pas bien. Enfin, mais je me dis, purée, je peux pas passer à faire les étés, pour moi, c'est très important. Ouais. Et c'est très important pour Elia maintenant aussi. Les étés, faut qu'on sorte, faut qu'on Et donc du coup, je devais quand même marcher. Ils m'ont autorisé la marche avec des pauses. Et donc je leur ai dit, enfin à ma famille, est-ce que vous pouvez ramener on a un peu ça dans la famille. On va tous les ans au parc Astérix.
Et donc, je leur dis, est-ce que vous pouvez l'emmener? Enfin, je pense pas pouvoir venir, mais est-ce que vous pouvez l'emmener? Mais au moins l'emmener? pour lui, ouais. C'est ça. Et j'appelle ma sage-femme et je lui dis, je peux vraiment pas aller au parc Astérix? Elle me dit, bah, vous pouvez y aller, hein, mais marchez et asseyez-vous. Donc, du coup, j'y vais. Pour moi, ça a été important. Ça a été important d'être là pour Elia, donc c'était pas facile. Même, j'imagine, pour ton moral aussi, c'est bien que tu fasses des trucs qui te font du bien, quoi. Donc, je passe ma journée avec mes frères et sœurs. Enfin, c'est super. On passe une très bonne journée. J'ai encore mon bidou, ça me fait plaisir. Enfin, je sais que ça va me faire des souvenirs. Et à ce moment-là, ils savent pas eux que c'est un garçon. D'accord. Et donc, je prévois de faire un peu une gender reveal en famille. Après cette sortie, je rentre à la maison et puis j'essaye de me faire du bien. Je vais me faire masser. Enfin, voilà. Mais on est le 16 au soir. Et je dis à Jean, je me sens pas bien. Je me sens pas bien mais je lui dis dans un état, et j'ai tenu. Hein. Je me sentais pas vraiment pas très bien depuis peut-être le 14 au soir. Ouais, et là, tu sens que... Mais je dis que je me sens vraiment pas bien et donc du coup, on prend ma tension. Et malgré tous les médicaments, je suis à 19. Et je lui dis, c'est pas possible. Les choses se répètent, j'ai encore pas le temps de faire ma gender reveal, j'ai pas fait de photo de grossesse. En fait, toutes les blessures se réouvrent de manière hyper béante et c'est super dur. J'ai vraiment... il faut qu'il me tire. Hein. Il me tire et on va aux urgences. Et j'arrive aux urgences, rebelote. Hein. Là, le diagnostic tombe, vous avez la pré-éclampsie, là, il n'y a pas de... À ce moment-là, je suis à 25 semaines. C'est tellement tôt. Et on vient de passer le cap. Ok. Auquel les hôpitaux, en fait, acceptent les bébés, en fait, à l'accouchement. Et ça reste quand même, j'imagine, très fragile. C'est très fragile. 25 semaines, c'est 5 mois. Oh là là. C'est 5 mois et là, je réalise tout. Je suis pas du tout dans l'innocence de la première fois. Donc, je réalise tout. Et je me dis, mais est-ce qu'il va, enfin, je vais pas tenir. Je le sais déjà. Je sais d'emblée que je vais pas tenir un mois. Je sais, faut pas que je me leurre. La dernière fois, ça avait duré 10 jours. Et c'était déjà énorme pour moi. Et j'avais vu les conséquences en peu de temps, ce que ça avait fait sur moi, sur mon corps, sur les conséquences que ça avait fait après. Je me suis dit, mais comment je vais tenir? Comment je vais tenir et comment je vais faire? Je switch entre mes pensées infirmières et mes pensées maman. Et je suis très, très réaliste et je vis un peu les choses par les chiffres. Je regarde, ok, d'accord, bon, bah, ça se passe aujourd'hui, ok, une journée de plus. J'essaye vraiment d'être très pragmatique. Très pragmatique. Mais je sens qu'au niveau du moral, je suis sur les réseaux sociaux, je regarde. J'avais mis en sauvegarder quelques shootings de grossesse. Du coup, tout ça est tellement dur que Jean me dit, écoute, est-ce que tu veux pas qu'on contacte une amie qui est photographe, qui vient de faire les photos à l'hôpital? Et je dis, mais ça serait... Et je dis, mais ça serait vraiment génial. Donc, on la contacte, elle change son planning et elle dit, j'arrive. J'arrive tout de suite. Enfin, voilà. Et donc, du coup, y a rien pour faire les shootings de grossesse. Donc, je demande à mes frères et sœurs de m'acheter ça, de me faire ci et tout ça. Et donc, du coup, tout le monde laisse un petit peu même son travail pour pouvoir être là pour moi. Et plus le jour passe, et plus je me sens vraiment mal. Je sens que c'est pas comme la première fois. Et là, vraiment, j'ai mal au cœur. J'arrive plus à dormir en position allongée. Je suis obligée de dormir en position assise. Je me dégrade beaucoup plus vite que la première fois. Et ça, je le sens. Je sens que c'est comme du sable, en fait. J'arrive à rien maintenant. En fait. C'est vraiment... Je programme rien, mais encore pire que la première fois. Et donc le 20 août, ils me disent écoutez, madame, cette nuit, vous n'avez pas réussi à dormir. On a l'impression que le cœur du bébé ralentit. On va vous accoucher aujourd'hui. Et du coup, je dis 25 semaines, 5 jours. Qu'est-ce qui va se passer? Ils me disent, on va être honnête avec vous, on ne sait pas. Et en plus de ne pas savoir, on n'a plus de place en néonat. Oh, arrête. On n'a plus de place en néonat et il va devoir être transféré ailleurs. Et vous allez devoir rester ici. C'est pas vrai. Et je leur dis, c'est pas possible. Enfin, si jeune, vous allez le transférer, c'est pas possible. Enfin, dites-moi qu'il y a des bébés qui vont mieux et transférer. Enfin, je sais pas. À ce moment-là, tu veux
Il faut trouver une solution. Tu penses aux autres, mais tu deviens plus égoïste possible, bien sûr, forcément. J'ai dit, mais c'est pas possible, en fait. Et donc, je voyais une psychologue, en fait, aussi interne au service. Et donc, je lui expose ça. Je dis que c'est pas possible. Enfin, là, mentalement, je vais lâcher. Enfin... Et puis, je suis aussi choquée de ma première grossesse, du fait que j'ai pas pu voir mon enfant pendant 24 heures. Et je lui dis que ça, par contre, c'est pas possible. Peu importe l'issue. Je m'y prépare, mais difficilement, mais peu importe l'issue, je veux voir mon bébé. Et donc, du coup, ils me disent, on reconduit ça, pas forcément à demain, mais on va peut-être attendre 2-3 jours. Donc, je suis contente, on peut encore attendre 2-3 jours. Et donc, du coup, je contacte ma copine qui est photographe et je lui dis, ok, bon, bah, si demain tu peux venir à 8h, ça serait vraiment génial parce que c'est vraiment, on court après le temps. Et donc, donc on est le 21 matin. Il est peut-être 8h ou 7h du matin, elle est dans le taxi et je me sens pas bien. Oh là. Je me sens pas bien et j'avais déjà demandé aux sages-femmes, est-ce que je peux faire le feeling? Enfin, franchement, peut-être que c'est rien quand on va entendre cette histoire, mais pour moi, c'était... Toutes les mamans, elles savent. C'était énorme. À ce moment-là, je m'accrochais à ça. C'était mon minimum de normalité, en fait. Oui, ouais. Là, en fait, c'était une urgence vitale. Et donc là, ils me disent, ok, on va y aller maintenant. On va y aller et vous allez être accouché dans les environs de 14h. Et je dis, ok. Donc, en fait, je tire un trait, on lui envoie un message, on lui dit que c'est plus possible. Donc, je suis dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée, mais là, faut que je me focus sur moi, faut que je me focus sur le bébé qui va arriver. C'est une épreuve qui va arriver et il faut que j'en sois bien consciente. Et jusqu'au bout, je dis à la psychologue, franchement, elle est venue me voir en chambre avant l'accouchement. Je lui dis, je vous en supplie, trouvez une solution, quoi, c'est pas possible. Il va naître à 25 semaines, on peut pas le transférer. Enfin, je trouve pas ça normal. Et puis aussi, je veux que mon mari soit là, peu importe ce qui va se passer. Je sais que c'est une nouvelle équipe à chaque fois, donc faites bien, précisez bien aux autres que ça se passe comme ça. Et donc finalement, elle est convainc que Jean peut venir avec moi. Et puis, on va dans la salle de réveil pour faire l'accouchement. J'arrive à vraiment être consciente et toute l'équipe est préparée un peu de ce que j'avais vécu. La première fois, elle a vraiment pris le temps de leur expliquer les traumas que j'ai eus, combien de fois on m'avait piqué, tous ces genres de choses-là. En fait, là, toute l'équipe est au courant de tout ce qui va se passer. Et on l'a ressenti après. Ouais, c'était beaucoup plus... J'étais beaucoup mieux accompagnée, en fait. Et donc là, on fait la péridurale. Et puis là, on sort le bébé. Et donc, du coup, madame, vous inquiétez pas, on a vraiment eu les consignes, on va vous le montrer, etc. Et là, je le vois. Il était tout petit. C'est vraiment, mais c'est la première chose que je dis à Jean. Je dis, mais il est tout petit. Enfin. Là, si tu fais avec tes mains, t'arriverais à te rappeler un petit peu. Je crois qu'il était comme ça. Il était vraiment comme ça. Et donc, on me le montre, il est tout en boule et je le vois et il est bleu. Enfin, je lui dis, c'est bon, j'ai vu. Enfin, je regrette limite d'avoir demandé, quoi. Là, mais j'avais demandé, donc j'ai pu l'observer, j'ai pu le regarder et ils partent. Et Jean me dit, j'y vais. Je dis oui. On avait convenu qu'il y aille, en fait, qu'il aille avec lui. Et donc là, t'es pas tenu au courant, en fait, de ce qui se passe. Là, à ce moment-là, c'est toi qui est la patiente. On va baisser ta tension, on te recoue. Je vais en salle de réveil. Et à ce moment-là, j'ai pas de nouvelles. Donc, je sais pas ce qui se passe. Et Jean est autorisé à venir en salle de réveil. Et il me voit. Et il est plein d'émotions. Et là, je commence à paniquer. Je me dis, c'est pas possible. Je me dis, c'est pas possible que ce soit passé. Et il me rassure tout de suite. Il me dit, non, il arrive plus à parler, mais il me dit, c'est pas... En fait, c'était juste l'émotion de se dire, ok, elle va bien, il va bien. Alors, ça redescend. Donc là, le soir, peut-être vers 22h, je demande à Jean de me conduire. Et je suis choquée. Hein. Je dis à Jean, il est tout petit. Et je vois que c'est écrit sur... parce qu'ils écrivent le poids de naissance au-dessus de la tête. Et je vois que c'est écrit 850 grammes. Et je me dis 850 grammes, enfin... 850 grammes. C'est ouf. Enfin, je suis complètement... Je dis à Jean, mais il est trop petit.
Et la première chose que je dis, mais c'est qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça, en fait, la première chose que je pense. Ah ouais, tu te sens Je me responsable. culpabilise. Je dis, mais qu'est-ce qu'on a fait après? On a décidé d'avoir un autre bébé, mais on connaissait les risques. Et c'est ça, en fait, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la culpabilité. Je me dire, à cause de moi, il va devoir endurer plein de choses. Et je me demande même s'il va survivre à ce moment-là. Et là, ils te disent quoi? Ils te disent quoi à propos de ton bébé? Là, ils me disent, on va essayer. Okay. On essaye de le maintenir. Il va bien pour l'instant. Okay. Mais ils n'utilisent pas des mots qui peuvent me rassurer. Et c'est tout à fait normal. Enfin, j'aurais pas du tout été rassurée, moi non plus, parce que j'avais tout devant moi. Ouais, c'est clair. Et donc, du coup, ils me disent, on va essayer. Voilà. Donc là, c'est une question d'heures, de journées. Mais en tout cas, pour l'instant, il va bien. On va voir demain. Le plus important à ce moment-là, c'est le poids. Il faut qu'il prenne du poids tous les jours. Donc là, c'est vraiment tous les jours, toutes les heures, c'est une victoire. Exactement. Si les choses se passent bien. Donc on est hyper reconnaissant que déjà il a pu vivre parce que tout bébé qui naît prématurément, on les réanime parce qu'ils n'ont pas la force de pouvoir. Donc il a tenu à ça déjà. Donc on est super content. Et puis il est intubé donc du coup pendant peut-être les 24-48 heures et puis après il passe à un masque. Donc déjà il y a des étapes qui vont mieux. Donc on est déjà super content. Et ça va de mieux en mieux à peu près comme ça pendant une dizaine de jours. Mais si je me rappelle bien, il n'y a eu que encore des péripéties. Ah oui, ouais. Là, ça a été les 10 premiers jours, on va dire. Donc, je savais pas, mais à ce moment-là, les sages-femmes, les infirmières, tout le personnel de néonat appelle ça la lune de miel. Ok. Donc, tu as 10 jours après l'accouchement où ça va plutôt bien. Ok. Et généralement, il y a un cap à passer après ces 10 jours. Et donc... Donc, vas-y, énumère-nous tout ce qui s'est passé. Alors là, ça a été compliqué. En fait, la première fois qu'on a commencé à voir qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, donc j'avais Manoé sur moi et puis il commençait à avoir une désaturation. C'est le taux d'oxygène qu'on a dans le corps, c'est compris entre 92, 95. 92, 95, c'est à la baisse. Mais quand tu vas bien, c'est vraiment 95 à 100. Ok. Et donc, lui, il était aidé. Donc, normalement, il est censé avoir tout le temps 100. Mais il commençait à avoir des variations, ça n'allait pas. On commençait à voir que la respiration commençait à avoir un vrai problème. Et puis, donc, du coup, je le portais sur moi. Puis, je vois que ça va pas au niveau de la respiration. Je vois qu'il commençait des fois à devenir un peu bleu. Et puis, sa tension, il y avait plein de paramètres, en fait. Dans la chambre, et c'est un constant bip. Hein. Il y a plein de choses qui vont pas bien. Voilà. Et je dis, genre, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et puis, d'un seul coup, un bip, un long bip. Et là, le bip de l'hôpital qu'on entend, qui fait... Exactement. Oh. Et je regarde Jean, mais je dis, il faut appeler. Enfin, de toute manière, elles sont là en 2 secondes parce que leur poste de soins elles sont au milieu des chambres, en fait. Je sens qu'il devient tout amorphe. Enfin, je sais qu'il est en train de faire une crise cardiaque sur moi. Ouais. Je sais que là... et là, en fait, je suis totalement... elles sont à 2, 3, elles le prennent, elles le mettent dans le lit, elles commencent à le réanimer. Donc, du coup... Et là, je regarde, mais je peux plus, en fait. Et donc, je sors de la chambre. Elles me demandent de sortir. Elles sont à 5 dans la chambre. Et avec Jean, on s'écroule. On se dit, mais là, on vient de potentiellement peut-être perdre notre bébé. On s'écroule complètement et je me rappelle qu'il y a une infirmière qui vient et qui essaye de me toucher et je dis non. À ce moment-là, je veux vraiment qu'on me laisse tranquille. Je veux vraiment que... Et donc, je m'assois, je pleure et j'entends tout ce qui se passe à côté parce que je suis à côté et j'entends, mais passez-moi ça, faites ça, je pense qu'il faut qu'on le réintube. Et j'entends tout ça et je suis infirmière, je sais très bien ce qui se passe. Ouais. Et à ce moment-là, je me dis, c'est peut-être fini, en fait. Et la première pensée qui me dit, je me dis, purée, Elia.
Et je commence, en fait, les pensées vont très vite, hein. Ouais, ça même pas une minute, mais tu penses à plein de choses, enfin. Et Jean et moi, on se regarde, et puis peut-être, allez, 10 minutes plus tard, ils sortent de la chambre et ils nous disent, là, Manoé, ça va pas trop, enfin, on sait pas pourquoi il a fait ça, va falloir qu'on fasse des prises de sang, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Et puis on est trop mal, quoi. Enfin, on parle de ton bébé qui a même pas 1 kilo à ce moment-là encore. Et on se dit, purée, il peut pas se battre. Il est trop faible. Il est trop faible, en fait. Ouais. Donc, c'est très compliqué. Donc, je m'effondre complètement. Enfin, il y a le soutien de ma famille. Ils viennent dans la foulée. Quand ils apprennent ça, ils viennent dans la foulée. C'est super difficile à ce moment-là. Okay. Super difficile. Et comment ça se passe après dans les jours qui suivent et tout ça? Dans les jours qui suivent, ils font une prise de sang et là, ils voient qu'il a une infection, en fait. Ok. Et ça, par contre, quand ils sont dans le ventre de la maman, ils sont protégés. Ouais. À partir du moment où ils sortent, comme tout bébé, même quand ils rentrent à la maison et qu'ils ont fait les 9 mois, on dit, bah, là, on n'est pas là où il y a trop de monde, faut qu'ils fassent ses vaccins avant, etc. Donc, on imagine à 5 mois. Ouais. Il y a aucun système immunitaire. Donc, ils sont vraiment des portes d'entrée. Enfin, toute porte d'entrée est un danger. Sauf qu'en fait, il faut qu'ils soient piqués. Il faut qu'ils soient, on le surveille. Donc, forcément, en fait, il va y avoir des portes d'entrée pour ces microbes-là. Et donc, on dit, bah, il a une très, très grosse infection et faut qu'il passe au-dessus du cap. Donc là, il donne tous les antibiotiques, etc. Mais c'est difficile. Enfin, toutes les heures, toutes les 3 heures, il arrive plus à respirer. Enfin, en fait, c'est des hauts et des bas. Constant. À la minute, à l'heure, à toutes les 3 heures, des fois, quand il y a un petit peu de repos, on va dire. Mais c'est tout le temps, en fait, compliqué. Pendant combien de temps vous avez cet état-là en fait, parce que là, il est à l'hôpital pendant un moment, si j'imagine, il a 5 mois. Et en fait, ouais, donc vous avez toujours votre souffle qui est retenu. Toi, tu as eu l'impression que vous avez gardé votre souffle retenu pendant combien de temps? 2 mois et demi, je pense. Et c'était que ça, que des hauts et bas. C'était que des hauts et des bas. Et donc, là, je te parle, on arrive qu'en mi-septembre. Donc là, il est né le 21 août, donc on arrive mi-septembre. Après cette première infection, il va un peu mieux. Ouais. Donc, on est content, mais là, il y a des choses qui nous tombent sur la tête. Ils nous disent qu'au niveau de son cœur, en fait, à la naissance, il y a un clapet entre le cœur et les poumons qui doit être fermé. Donc, ça s'appelle le canal artériel. Ça se ferme naturellement pour tout le monde. Sauf que quand tu nais prématurément, ça ne se ferme pas. On t'aide donc par des médicaments à le refermer. Et en fait, les médicaments qui étaient donnés pour l'aider, l'infection a complètement tout déréglé. Donc, ce canal, c'est beaucoup plus ouvert. Et donc, la seule possibilité de le fermer, c'est par chirurgie. Et donc, on se dit, mais comment il va tenir une chirurgie alors qu'il n'arrive pas à respirer avec ses poumons? Ouais. Enfin, en fait, on ne comprend pas. Et dans le même moment, ils nous disent qu'il y a un souci au niveau de son cerveau. Il a commencé à avoir des saignements. En fait, l'infection est venue tout dérégler. Et là, ils nous expliquent en fait que va falloir le transférer en fait à Necker. Donc, c'est un des hôpitaux en fait, mère enfant malade, mais un des hôpitaux les plus pointus d'Europe en ce qui concerne les enfants. Et donc, du coup, nous, c'est notre souhait, c'est que ça se fasse et qu'il aille mieux. Et donc, on est dans les alentours du 14. Il prévoit l'opération le 16, donc on est vraiment rassurés. On se dit, OK, il va beaucoup mieux pour qu'on puisse l'opérer. Donc, on est vraiment, vraiment contents. Et donc, à ce moment-là, on prend la décision de faire rencontrer Manoé à Elia, ou vice-versa d'ailleurs. Et donc, du coup, on est content, mais en même temps, on sait que ça peut être un trauma pour lui. Donc, du coup, il y a des livres qui sont disponibles, donc on lui fait lire des choses là. Et puis, lui-même, dans cette période, c'était très compliqué. Il m'avait pas vu pendant très longtemps, et puis je fais des allers-retours. Sa normalité était vraiment perturbée. Puis il doit se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est pas... Ma maman est triste, elle est tout le temps en train de pleurer. Enfin, c'est très compliqué pour lui.
Et donc, du coup, pour que ça soit un peu plus concret pour lui, on demande au service, parce qu'en réanimation, ils n'autorisent pas la visite pour les enfants. Ouais. On demande vraiment une exception, et vu tout ce qui s'était passé, ils nous disent OK. On va vraiment, voilà. Donc, il le prépare, il lui parle, nous, on l'habille. Donc, à ce moment-là, tout ce qui était à l'extérieur, c'était Charlotte, masque, etc. Et donc, du coup, la première rencontre se fait. Donc, c'était assez spécial parce que on s'imagine tous la première rencontre un peu, même si c'est à la maternité, bon, faut pas que ce soit aseptisé, on va dire. Ouais, bah oui. Mais là, c'était, tu le vois, mais tu peux pas trop le toucher. Ouais. Et puis, il est trop petit, donc du coup, faut que tu te mettes un peu à distance. Donc, c'était un peu difficile. Et puis, moi, tu viens de faire naître un enfant qui est dans cet état-là, t'es hyper protectrice aussi. Donc, du coup, j'étais un peu... c'était pas facile. C'était vraiment une rencontre un peu... mais j'étais contente. Il y avait ce sentiment-là où j'étais très contente, mais un autre sentiment où c'était difficile. Ouais, forcément. C'était difficile. Et donc, on est très heureux. On passe peut-être 15 minutes en chambre pour pas que ce soit trop difficile aussi pour Elia. Et puis voilà, on fait quelques photos et puis il s'en va. Ok. Et donc, du coup, on redépose Manoé. On repart à la maison ce jour-là. Et puis, vers 19h, 20h, on faisait toujours ça. On le voyait le matin, on retournait à la maison et puis on allait le voir pour rester un peu la soirée, puis début de nuit. Et là, on croise des infirmières de jour. Et en les croisant, j'ai eu le sentiment que quelque chose n'allait pas. Ah ouais? Je connais trop ce regard. Ah oui, oui. Ce regard d'évitement que nous soignants, on a des fois quand on sait qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles à donner. Ok. Et donc, du coup, j'avance. Et je dis, genre, il y a quelque chose qui va pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. On lave nos mains, parce qu'il y a tout un protocole, voilà. J'attends pour traverser ce couloir et tomber sur la chambre de Manoé. Et là, je vois toutes les infirmières qui regardent par terre, je comprends pas. Et en fait, plus j'avance, plus je vois que dans la chambre de Manoé, il y a genre au moins peut-être 7 personnes. Avec des machines en plus, des trucs que j'avais pas vus en partant. Et donc, on arrive et donc là, elle dit « Attendez, ne rentrez pas », c'est l'infirmière qui nous retient. Elle dit « Il faut que vous voyiez le médecin avant et tout ». Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, ça fait 3 heures qu'on est rentré chez nous, enfin, je comprends pas en fait. Et là, le médecin nous dit ça fait 3 heures qu'on essaye de maintenir Manoé, mais là, on n'arrive plus. On n'arrive plus. On lui donne tout l'oxygène qu'il faut. On essaye d'écarter, on va dire, ses alvéoles par d'autres médicaments pour vraiment qu'il puisse respirer à plein poumon. Mais ça ne fonctionne pas. Donc là, il est à 60% d'oxygène. Alors que je rappelle que la norme, c'est au-dessus de 95. On peut vraiment plus rien faire on peut rien faire. Donc là, j'hésitais à vous appeler, en fait, parce que là, je pense que faut peut-être lui dire au revoir, en fait. Et donc, là, je me dis non, enfin, c'est pas possible, en fait. Tout ça pour ça, c'est pas possible, en fait. Toute cette histoire pour que ça se termine comme ça. Puis pour lui, enfin, c'était horrible. Je viens de le faire rencontrer à son frère ce matin. Qu'est-ce qui va pas ? Enfin, et là, on s'assoit et ils me disent, faut qu'on va revenir, faut qu'on vous explique. Donc, je regarde toutes les machines et je me dis, mais si toute cette tête, ça va pas, qu'est-ce qu'on va faire de plus ? Enfin, il a l'opération qui est prévue lundi, c'est censé l'aider. S'il a pas cette opération, de toute manière, dans tous les cas, ça va pas. Enfin, tout se mélange dans ma tête et je m'assois et je pense qu'il y a peut-être 2 minutes où je me rappelle plus de ce qui s'est passé. Et c'est les gens qui me disent ce qui s'est passé, mais apparemment, je m'effondre. Enfin, il me rattrape, j'hurle. Enfin, c'est horrible, on partage. Enfin, on s'est jamais vu comme ça. On traverse une douleur, en fait, qui est énorme. Et on regarde Manoé, effectivement, déjà qu'il était tout petit. Mais là, tu le vois qu'il se bat, quoi. Tu vois qu'il se bat, mais il était un peu bleu, effectivement. Mais je le regarde et c'est horrible. Mais j'avais l'impression que cette caisse qu'il maintenait en vie, j'ai l'impression de voir un cercueil. Enfin, c'était horrible, en fait. J'avais vraiment l'impression de le voir partir, quoi. Et à ce moment-là, c'est horrible. Et puis, Jean me regarde et
Et je lui dis, ils disent que c'est fini. Enfin, faut qu'on se prépare à ça. Ils nous disent que c'est fini, en fait. Donc, ils vont pas nous dire des choses qui seraient fausses. Donc à ce moment-là, il me dit, tant que c'est pas fini, on regarde Manoé. On essaie, on va les écouter, mais on va regarder Manoé. Et tant qu'ils nous disent pas que c'est fini, tant qu'ils débranchent pas Manoé, bon, on y croit, en fait. On y croit et je le regarde et je lui dis, je sais pas. J'y arrive pas. En fait, physiquement, je n'y arrive plus. Ça fait trop longtemps que je respire pas. Et là, en fait, c'est comme si on vient de me donner le coup final. Ouais, de me donner le coup final. Et il me dit, tant que ça, c'est pas fini, on croit. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et je dis, je sais pas, appelle ma famille, appelle mes parents, appelle les tiens. Enfin, là, c'est très compliqué. Et donc, il appelle mes parents, il appelle sa famille, et mes parents et tous mes frères et sœurs. Enfin, tout le monde, je sais que tout le monde vient chez nous. Ils viennent récupérer les clés pour rester chez nous, en fait, au cas où quelque chose se passe finalement. Et donc là, c'était minute par minute, heure par heure. Ils nous disent, enfin, j'avais encore le déni de me dire, mais l'opération c'est lundi, du coup comment ça va se passer? Enfin, et ils nous disent, madame, il n'y aura pas d'opération, c'est impossible qu'il y ait une opération. Pour avoir une opération, faut mettre la personne sous anesthésie générale. Donc ça veut dire que la personne, faut qu'elle puisse le bébé, faut qu'il puisse se maintenir, faut qu'il puisse se réveiller. Donc là, ça sera pas possible. Là, en fait, on attend juste qu'il passe la nuit, malheureusement. Et donc là, c'est ce qu'il faut qu'il arrive, quoi. Et tous les 3 ans, en fait, on doit le désencombrer, le moucher, en fait, parce que quand on reste à plat, plus qu'on a de l'oxygène, on peut avoir des sécrétions qui se créent. Et donc, du coup, mais juste ça. Juste le toucher. Juste le changer. Même de couche ou quoi que ce soit, ça le mettait déjà dans un état. Et à chaque fois, il faisait une crise et il fallait réanimer. Et en fait, c'était ça toutes les 3 heures. Et c'était ça toutes les heures des fois parce qu'il fallait bouger ça. C'était horrible. Et moi, je suis assise à côté. Et puis Jean est là. Et puis je dis à Jean, je peux pas. J'ai pas la force de le toucher. Ouais. C'est horrible, mais en fait, j'avais l'impression que s'il se passait quelque chose, ça allait être dans mes mains et pour moi, ça allait être horrible. Ouais. Et d'un autre côté, je m'en voulais de pas pouvoir vouloir le tenir. En fait, j'étais sur cette chaise-là et c'est comme si j'étais clouée, en fait. Et je dis, je suis désolée. Faut vraiment, là, c'est toi. Il faut vraiment que je suis à côté, mais c'est toi. En fait, j'ai pas de force. Et donc, toute la nuit, c'est lui. Si jamais l'infirmière vient, ils font les soins en binôme, à 4 mains. Ils appelaient ça pour vraiment qu'il soit rassuré. Donc, il le tient et elle fait les soins. Et des fois, ça l'aidait, des fois, ça l'aidait pas. Enfin. Et puis voilà. Pendant toute la nuit, je suis là. Et puis, à un moment, tu penses, en fait, t'as des pensées horribles qui viennent, qui vont et qui viennent. Je me dis, il faut que je mette de la louange. Faut que je mette de la louange parce que je vais pas tenir, en fait, dans cette atmosphère-là. Je vais sur YouTube. Et puis, comme par hasard, il y a une chanson qui s'appelle Un jour à la fois, en fait, d'une interprétation de MLK, en fait. Et je lance cette musique et elle correspond tellement à ce par quoi je passe. Il faut que je tienne 1 heure, un jour à la fois, pour tenir. Pour Manoé. Et j'écoute cette chanson en boucle. Et puis je vois le soleil se lever. On était en haut, là. C'était une chambre qui était un peu en hauteur. Et je vois le soleil se lever et je me dis, purée. Il est 6 heures. Je lui ai pas dit au revoir. Il est encore là. Il peut avoir encore un peu d'espoir. Et la médecin qui revient en chambre et qui a fait des allers-retours pendant la nuit, hein, et qui dit, franchement, je sais pas ce qui s'est passé, mais depuis que vous êtes là, ça se passe super, enfin, ça se passe beaucoup mieux. Enfin, dans nos têtes, on est en mode, tu sais pas que depuis on est là, tu sais pas ce qui se passe. Tu sais pas comment, tu sais pas ce qui se livre, là, en fait. Et
Et voilà comment il réussit à passer sa première nuit. Et les résultats reviennent. Il a eu de nouveau une infection énorme qui a été encore plus violente que la première. Et donc, du coup, les antibiotiques sont mis en conséquence. Et donc là, ils appellent Necker et Necker leur dit on est vraiment désolé, mais chaque place est comptée ici. Et donc, on peut pas prendre un enfant, en fait, qui est comme ça. Ouais. Donc, on vous donne 1 semaine. Si dans 1 semaine, il va pas bien, il faut qu'il soit stable au niveau de ses poumons, qu'il ait plus l'infection. Et là, on pourra discuter d'une opération. Le souci, c'est que le canal artériel grossit. Et donc, du coup, que potentiellement, du sang puisse aller dans ses poumons. Enfin, en fait, les échanges se font pas bien. Ouais. Donc, il respire pas bien. En fait, c'est un cercle vicieux. Ouais. Et donc là, franchement, tu sais plus comment prier. Ouais. T'arrives plus à manger. Oh là là. Tu dois être une loque, quoi. Tu étais une loque. Tu ressembles à rien. Et je pense que je m'en fichais de ressembler à rien. Je savais pas depuis combien de temps je m'étais pas brossé les dents. Je savais pas depuis combien de temps je m'étais pas... t'es abruti partout, en fait. Je devenais folle, en fait, clairement. Et qu'est-ce qui se passe 1 semaine plus tard? Et donc, 1 semaine plus tard, donc Manoé, petit à petit, jour par jour, il recommence à pouvoir respirer, il remonte un peu la pente. Et donc là, le vendredi, ils font sa prise de sang. Et en fait, il y a un marqueur en fait, qui s'appelle la CRP. Et c'est pour vraiment... Ça note en fait l'infection, s'il y a une infection dans le corps. Et ils nous disent, là, c'est à 10. Normalement, ça doit être à 0. Et je dis, mais ils vont pas le prendre. Ils vont pas le prendre. Ouais. Et je commence à paniquer. Et elle me dit, mais l'opération est prévue normalement lundi si tout se passe bien. Donc c'est possible que d'ici là, ça baisse encore. Donc là, ils les appellent et ils essayent de négocier. Ouais. Ils disent, franchement, c'est bénéfice-risque. Il faut vraiment que... Ouais. Il faut qu'il soit pris en charge. Et le dimanche, on reçoit un appel. Il a été accepté. Faut qu'on le transfère tout de suite à Necker. Enfin, le soulagement. Mais le soulagement, c'était un gros poids, quoi. Ouais, bah ouais. Et on arrive sur place et on sent que c'est Necker. Ils savent ce qu'ils font. Grave. Là, c'est vraiment... pas que je dénigre du tout l'autre hôpital, mais là, c'est vraiment ils font ça tous les jours. Tous les jours. Et les cas de Manoé, c'est un cas de plus. Parce qu'ils ont un cas comme ça tout le temps. Bah ouais. Et donc, du coup, il est pris en charge, mais on attend énormément de temps dans la salle d'attente. C'est un peu le Saint Graal, quoi. Alors que, bien sûr, on sait très bien ce qui va se passer. Oui, mais déjà, ça, c'est la première étape. Mais c'est la première étape il va peut-être aller mieux. Et il va se faire opérer. Et là, il va se faire opérer. Et donc là, on est le dimanche. Ouais. Et donc, du coup, c'est le lendemain. Donc, le lendemain, on est le 23 septembre. Le jour de l'anniversaire de Jean. Exactement. Pichette, il a été éprouvé. Et donc, on se dit, OK, 23 septembre. Donc, déjà, on est retourné le dimanche soir chez nous. C'est l'anniversaire de Jean, mais c'est l'anniversaire d'Elia. Ouais. Donc, faut avoir un minimum de normalité. Ouais. On se réveille super tôt. Je lui fais des crêpes. Joyeux anniversaire. On l'emmène à l'école. On fonce à l'hôpital. Et puis là, il faut amener Manoé, en fait, donc devant l'endroit où on l'opère. Donc, du coup, on y va, on prie avec lui. Puis, on le recommande à toute cette équipe médicale, en fait. Et donc, du coup, là, il subit une opération du cœur. Donc, c'était pas à cœur ouvert, c'était par cathétérisme. Donc, on passe, en fait, par la cuisse pour pouvoir faire l'opération. Comment ça se passe? Ça se passe... ça dure à peu près 4 heures, je crois. Pendant ce moment-là, en fait, ils nous disent, on vous conseille pas de rester dans l'hôpital. Vous allez devenir complètement fou. Oui, allez. Sortez, il y aura 4 heures. De toute manière, on a votre numéro de téléphone. On va vous appeler. On se dit, écoute, Jean, on va se poser dans un café. On prend des tartelettes. Je lui dis, joyeux anniversaire. C'était vraiment à chaque fois le pauvre, ça a été compliqué, quoi. Mais on est content que ça se passe et on est vraiment persuadé que ça va bien se passer. Ouais. Ils nous appellent, on rentre en chambre et ils nous disent franchement ça s'est bien passé. Effectivement, c'était tellement grand qu'il n'aurait jamais pu respirer
correctement. Et son cœur n'aurait jamais pu fonctionner correctement. On a failli passer en fait par ouverture tellement que on n'arrivait pas forcément à fermer, mais finalement on a réussi. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, on a ça va beaucoup mieux. On rentre chez nous et puis peut-être 2 jours, enfin on fait les allers-retours bien sûr, mais 2 jours plus tard, ils nous disent Manoé, c'est un peu compliqué, on a l'impression qu'il digère pas beaucoup, qu'il digère rien. De tout ce qu'on lui donne, il digère rien. Enfin, parce que comme il lui donne même pas forcément du lait, mais il a besoin en fait de pouvoir être alimenté, donc il lui donne des produits et en fait il arrive pas à faire de sel, enfin c'est trop compliqué quoi. Et ils nous disent que ils ont besoin d'intervenir. Ok, donc une autre opération. Donc on est le 24, ils nous disent c'est urgent, donc on va le faire le 26. On se dit mais il va tenir. Enfin là on vient juste de le soulager par rapport à son cœur et ses poumons. Et on est obligé d'enchaîner, en fait, le jeudi. Et donc, du coup, on dit, on vous croit, quoi. On est enfin... Allez-y, quoi. Allez-y. Faites ce qu'il faut faire. Faites ce qu'il faut faire. Donc, du coup, c'est reparti. Donc là, il a une opération, en fait, des intestins. Il lui enlève une partie de l'intestin, en fait, parce qu'il s'était complètement atrophié, en fait, ça n'arrivait plus à passer. Ils le mettent une poche. Donc, il fera ses selles par la poche à ce moment-là. Une stomie. Et donc, du coup, donc ça, on se dit, OK. Ils disent là, normalement, c'est censé être sur la pente montante. Ah, okay. On attend 7 jours pour pouvoir lui donner un boost avec des corticoïdes pour ses poumons, pour vraiment que ça parte bien, quoi. Et donc là, effectivement, au fur et à mesure des jours, on commence à voir qu'en fait, ça va beaucoup mieux. Il prend du poids. Il a meilleure mine. C'est petit à petit, ça va beaucoup mieux. Et quand est-ce que tout s'arrête finalement? Quand est-ce que vous pouvez rentrer à la maison? Alors, on fait ça du coup, il va beaucoup mieux à Necker. Et il nous retransfère à Argenteuil. Et ils font un contrôle et ils disent non, il commence à avoir un décollement de la rétine. En fait, beaucoup de bébés prématurés ont ça, en fait, à cause de comment ça s'appelle, de l'oxygène qu'on peut leur apporter. En fait, ça détruit un peu les vaisseaux. Et donc, du coup, à ce moment-là, ils nous disent qu'on est obligé de faire une opération. Donc, 4e opération pour Manoé. Donc, en décembre, il fait une opération par laser au niveau des yeux. Et après ça, ils nous disent, normalement, c'est la dernière. Et là, on se dit, OK, on peut retourner à Argenteuil. Parce que ça se passait très bien à Necker, mais on se sentait vraiment cocooné où on était. Et donc, du coup, on y retourne et voilà. Je pense qu'au bout de peut-être 2 semaines, il sort. Enfin, le 31... T'as dû avoir l'impression de faire Ah non, mais le 30 décembre, il sort. Et on se dit 4 mois et quelques, quoi. Quel âge il a, Manoé, aujourd'hui? Il a 1 an et 5 mois. Comment il va? Il va très bien. Il va super bien. Franchement, avec tout ce qui s'est passé. Il a pas de séquelles de tout ça? Aucune séquelle. C'est incroyable. Ah ouais, c'est vraiment ce que... C'est miraculeux. Ouais. Que tout le monde nous dit, que l'équipe médicale nous dit aussi, c'est... Ouais. Comment tu te sens après tout ça? Là, ça fait un petit peu de temps, mais en même temps, ça reste quand même pas si lointain. Comment tu te sens de tout ce que tu as vécu? Comment est-ce que maintenant t'arrives à genre être sereine, respirer un peu, te sentir genre que tes enfants sont ça y est quoi, vous êtes sur un bon élan? Comment t'es? Oui, maintenant depuis le mois de septembre, je ressens vraiment c'est vraiment OK. Il a eu 1 an. Ouais. C'était important ce 1 an un peu. Ouais, c'était vraiment important pour moi. On les a fêtés 2 fois. Non, c'était très très important pour moi. Je me voyais, en fait, pendant très longtemps, j'avais pas de vision sur ce qu'allait être mon année. Et donc du coup, quand je suis arrivée au 1 an, je me suis dit purée. Il y a ce moment-là, l'année dernière, c'était compliqué. À ce moment-là, voilà. Et donc du coup, là de le voir à faire des 4 pattes, de voir Elia être derrière lui, de voir, enfin, en fait, c'est un bonheur qu'on minimise des fois. Forcément, c'est quand on a la santé, on n'est pas conscient de ce cadeau, on va dire. C'est clair.
Et du coup, de les voir ensemble, de les voir jouer, enfin, tous ces moments précieux, en fait, sont complètement... Enfin, ça apaise mon cœur, ça apaise nos cœurs. Et moi, ça va beaucoup mieux. J'ai eu beaucoup d'angoisse. Après, je faisais des crises d'angoisse pendant à peu près 6 mois. Enfin, il y a des moments, je me réveillais la nuit, j'entendais encore des bips. J'étais... Enfin, c'était très, très compliqué. Et comment justement parce que c'est encore présent, en fait, t'es encore en postpartum quand même, tu vois, t'as encore des enfants qui ont en bas âge. Comment tu vis ça, tu vois, comment tu vis ta maternité à travers, non, mais comment tu vis, ta maternité avec ses traumas et en fait, est-ce que tu arrives à, parce que ça, t'es consciente un peu de genre, c'est un truc de ouf, tu savoures encore plus ces instants, mais il y a quand même tout ça, tu vois, ces angoisses et tout ça. Est-ce que, comment tu le vis, ou alors est-ce que c'est quand même derrière toi et maintenant pour toi c'est genre plus un témoignage, ou tu sens que c'est encore un petit peu genre, tu sais, douloureux un peu. Je pense que maintenant c'est devenu un témoignage, mais tu m'aurais posé la question il y a quelques mois, non. Enfin, je sentais encore. Et puis l'année qui a suivi n'a pas été une année qui a été facile parce que pendant peut-être 3 mois on était à l'hôpital tous les 3 jours. Ça a été, et puis il a été hospitalisé, on va dire, à domicile jusqu'à fin janvier. Donc du coup, ça a été quand même la course. Donc il fallait faire le suivi de chaque problème qu'il avait eu avec différents médecins. Donc en fait, et puis il fallait aussi résoudre tous ces problèmes aussi kinés. Il fallait rajouter, enfin il y avait 2 choses qui se rajoutaient en fait. Donc heureusement, j'ai vraiment eu la présence de ma famille qui était là, mais j'aurais pas pu sans. Et parce que il y avait énormément d'allers-retours à faire, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Donc du coup, c'était pas une année où j'avais la possibilité de me dire ah ouf, ça change. C'était une année difficile. C'était une année vraiment dure en fait parce que il fallait passer vraiment en mode warrior. J'avais pas forcément le temps de penser. Voilà. Les seuls moments où je m'octroyais de penser un peu à moi, c'était pendant mes séances de psy. Et aussi quand j'avais eu des cadeaux, par exemple massage, ce genre de choses-là. À ce moment-là, oui, je pensais à moi. Mais pendant longtemps, ça a été très dur. Pour moi et pour nous deux, en fait. Ben justement, ce sera ma dernière question, je pense. Mais, et sans toi libre de répondre quoi, mais comment vous avez senti votre couple après tout ça? Parce que comme tu l'as dit, quand ce moment où là, ils vous ont dit que genre, il fallait dire ses adieux, tu vois, je pense que ça a dû être un des moments les plus vulnérables que tu peux avoir avec ton mari, où t'es détruit, tu vois. Vous êtes passé par des montagnes, vous avez fait que entendre des bonnes nouvelles puis des mauvaises nouvelles. Il y avait un autre enfant derrière. Qu'est-ce que ça a changé dans votre couple? Et comment maintenant vous vivez les choses, tu vois, en tant que couple par rapport à tout ça? Je pense qu'on est passé par un temps où il y a vraiment eu beaucoup de doutes assez personnels par rapport à la situation. Et donc on avait rien de fort, rien qui puisse tenir à part notre amour. À part le fait qu'on soit là l'un pour l'autre, il y avait rien de plus fort. Et donc en fait je trouve ça a renforcé notre amour. Ça a renforcé aussi notre compassion l'un envers l'autre. De se voir dans des états dont on n'aurait jamais imaginé. Moi, en tout cas, ça m'a rendue aussi hyper admirative de sa force, de son courage, de le fait de tout faire en même temps. Essayer d'être un bon mari, essayer d'être une bonne épaule, essayer d'être un super papa. Parce qu'il lui a organisé une fête d'anniversaire avec tout ça. Il a organisé une fête d'anniversaire avec Elia une après-midi où il a invité des copains alors que c'était le lendemain de l'autre opération de Manoé. Il a été d'une force incroyable en fait. Et c'était difficile parce que je me suis dit, je savais qu'il se retenait avec moi, de pas forcément tout dire, de pas forcément
parce que je déversais énormément de choses sur lui. Et je me suis dit, mais purée, j'espère qu'il y a quelqu'un pour lui. Et donc, heureusement qu'on avait aussi les différents rendez-vous avec les différents psychologues pendant notre parcours. Mais il avait aussi des amis qui étaient là aussi, qui pouvaient être une écoute pour lui. Mais en tout cas, ça m'a rendue vraiment admirative. Ça a renforcé mon amour. Ouais, je pense que cette épreuve-là, en tout cas, avec le recul à chaque fois, on se dit, mais j'aurais pas pu rêver mieux comme partenaire. Vraiment, j'aurais pas pu rêver mieux. Oh. En plus, je le connais, je le kiffe tellement. C'est tellement un bon mec, yes. C'est trop cool. Merci, Trifen. Franchement, c'est incroyable, cette histoire. Et pourtant, je la connais, l'histoire, mais j'étais comme ça, c'était un truc de ouf. Et j'espère vraiment que ce témoignage, il va juste déjà peut-être aider des personnes qui sont peut-être passées par ça, ou moi je sais que voilà, j'ai connu des personnes aussi qui ont eu cette prééclampsie et tout, qui va encourager surtout, qui va encourager la foi, parce que je pense que on s'est pas attardé énormément là-dessus, mais on a pu le voir que franchement dans toutes les étapes, Dieu vous a tellement, enfin il était là quoi. Et même quand vous êtes passé par l'enfer, quoi, vraiment. On est passé par le feu. Par le feu, vraiment. Et c'est trop un beau témoignage. Et on va pouvoir faire écouter ça à Mano et Elia, ils seront grands. Ça va être une capsule temporelle pour eux aussi. Vraiment. Et tu disais qu'on est passé par le feu, mais c'est vraiment ça qu'on a ressenti. On est passé par le feu et on a l'impression que nos habits, ils sentent même pas la fumée, quoi. Ah, j'adore. On est sortis d'un cauchemar. Et je voudrais remercier évidemment toutes les équipes médicales et infirmières qui sont occupées de Manoé, qui ont été des épaules, qui nous ont vus dans des étapes pas possibles. Et c'est des anges. C'est trop bien. C'est trop bien. Merci, Trifen. Merci à toi, Emma, pour cette plateforme.